Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je commence une courte série de 3 vidéos à l'intention des étrangers qui songent à venir s'installer au Québec, car je pense qu'il est important de leur dire que nos agents d'immigration les trompent en évitant soigneusement de leur révéler certaines vérités désagréables concernant le Canada et le Québec. Avant de commencer toutefois, j'aimerais faire certaines remarques essentielles concernant l'immigration. Dans un pays normal, il y a toujours de l'immigration. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Ce sont des marchands, des aventuriers, des gens qui ont fait des mariages internationaux, des travailleurs étrangers qui viennent réaliser des contrats dans le pays, etc. Dans ce genre d'immigration, les entrées et les sorties se compensent plus ou moins. C'est pas de ça dont je veux vous parler. Je veux vous parler de l'immigration massive, qui, elle, est un phénomène naturel qui obéit à des lois économiques bien précises. Par exemple, si on fait exception des exodes qui sont causés par des guerres ou des catastrophes naturelles, l'immigration de masse a toujours un sens bien précis. Elle s'écoule des pays plus pauvres vers des pays plus riches. De plus, l'immigration massive obéit à certaines forces bien distinctes. Ça commence par les forces de poussée qui viennent des pays d'origine et qui proviennent des gens qui sont suffisamment entrepreneurs pour abandonner les problèmes de leur pays de naissance et aller vivre dans des pays réputés plus riches. Et dans les pays de destination, il y a des forces de traction qui proviennent par exemple des hommes d'affaires qui cherchent à s'enrichir en faisant venir dans le pays des gens qui acceptent de travailler pour des salaires moindres. Il y a également les gouvernements qui cherchent à faire venir des gens dans le pays pour augmenter le nombre de leurs contribuables. Ça, c'est surtout dans les pays qui sont menacés de dépeuplement par suite d'une dénatalité généralisée. Il y a enfin les immigrants qui sont déjà installés dans le pays de destination et qui cherchent à y faire venir le reste de leur famille. À cela s'ajoute une force de répulsion qui provient de la société d'accueil où la population refuse de voir ses habitudes bouleversées par une invasion constante d'étrangers. Toutes ces forces agissent partout sur la planète et font que l'immigration de masse se continue jusqu'à ce que la différence de niveau de vie et de qualité de vie entre les différents pays se soit pratiquement annulée. Quand ça arrive, on revient à une situation normale où les entrées et les sorties s'équivalent plus ou moins. Dans le cas du Québec, il y a un facteur politique qui s'ajoute à l'équation. C'est le fait que depuis un quart de millénaire, le Canada anglais se sert de l'immigration massive pour affaiblir et appauvrir le peuple québécois de façon à le conserver éternellement sous son contrôle. Puisque le Canada et le Québec vous mentent, moi je vais vous dire la vérité, et toute la vérité, incluant quand ça va nuire à mes intérêts ou quand ça ne sera pas très flatteur pour mon peuple d'origine, le peuple québécois. Je vais commencer en admettant que la propagande canadienne est loin d'être toujours mensongère. Le Canada est effectivement un très beau pays, comme la plupart des pays d'ailleurs. On n'a qu'à songer à ses montagnes rocheuses ou à ses très nombreux paysages côtiers. Le Canada, c'est également vrai, est un pays immense, tellement immense qu'il est plus vaste qu'un continent entier comme l'Europe. Le Canada est tellement immense qu'il contient plusieurs régions naturelles, plusieurs pays naturels, et qu'il a plusieurs climats différents. Son immensité fait qu'il a beaucoup de ressources naturelles et que par conséquent, ça demeure encore aujourd'hui un pays très riche, surtout dans le cas de provinces pétrolières comme l'Alberta. Enfin, c'est vrai, le Canada est un pays pacifique, démocratique, une terre de liberté. Avec quelques bémols, on peut dire à peu près les mêmes choses du Québec, qui est un des pays naturels inclus dans le Canada. Si les paysages québécois n'ont pas la majesté de ceux de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique, on retrouve au Québec beaucoup de paysages de cartes postales. Je songe par exemple à des régions comme celle des îles de la Madeleine, de la Gaspésie, Charlevoix, les régions du Mont-Tremblant ou du Mont-Saint-Sauveur, ou encore de la ville de Québec, qui est un vrai petit bijou, un petit morceau d'Europe en Amérique du Nord. Il y a enfin une foule de paysages divers assez spectaculaires qui, même s'ils sont très durs, conservent quand même toute la beauté et le charme des pays neufs. Mais ça, vous connaissez déjà, étant donné que c'est ce que décrivent les dépliants touristiques qu'on retrouve dans toutes les ambassades canadiennes à l'étranger. Maintenant, si on parle des vérités désagréables qu'on vous a cachées, et qui donc doivent vous intéresser plus particulièrement,
Je vous dirai qu'en vous établissant au Québec, vous allez devoir faire face à 4 problèmes majeurs. Le premier, c'est le fait que le Québec est la province la plus pauvre du Canada. En réalité, les statistiques montrent que la province de l'île du Prince-Édouard est encore plus pauvre que le Québec. Mais comme il s'agit d'une petite province agricole qui est 56 fois moins peuplée que le Québec, on peut ne pas en tenir compte. Le deuxième problème, c'est le fait que la pauvreté du Québec a été entretenue artificiellement par le Canada anglais pendant plusieurs siècles. Ce sont de ces 2 premiers problèmes dont je vais vous parler dans la présente vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous énumérer les énormes coûts cachés que va vous imposer le climat québécois. Et dans la vidéo suivante, je vais vous décrire plusieurs des caractéristiques du peuple québécois, dont le fait qu'au fil des ans, les Québécois ont développé une culture défensive contre les immigrants, dont l'écrasante majorité au cours du dernier quart de millénaire se sont joints au Canada anglais pour les maintenir dans la pauvreté. Maintenant que je vais vous parler de la richesse du Québec, on vient de faire une remarque importante. Comme c'est la différence de richesse entre les pays qui crée l'immigration de masse, un peu partout, l'histoire de l'immigration de masse se confond avec l'histoire de l'enrichissement et de l'appauvrissement des pays. Dans le cas du Québec, si les Français qui sont venus fonder la Nouvelle-France au début du XVIIe siècle se sont installés dans un pays aussi froid et aussi différent du leur, c'était à cause de la présence du fleuve Saint-Laurent qu'ils allaient utiliser pendant 150 ans pour aller faire un commerce extrêmement profitable très loin à l'intérieur du continent nord-américain. La voie de pénétration du Saint-Laurent était d'autant plus importante à cette époque-là que le continent ne comptait pas aucune route, des ponts, des canaux ou quoi que ce soit du genre. Autant le dire tout de suite, la vie des fondateurs de la Nouvelle-France a été très dure, principalement parce que leur technologie d'origine européenne n'était pas du tout adaptée au pays. Pour tirer de la richesse de la Nouvelle-France, du sol de la Nouvelle-France, il fallait beaucoup travailler. Pour donner un seul exemple, quiconque décidait de se créer une terre agricole devait couper une immense forêt à la hache et arracher les souches avec des leviers. Les Québécois, il faut le comprendre, ont toujours été des producteurs de richesse. Ils n'ont jamais eu de colonie extérieure et n'ont jamais profité du travail volé à autrui. Au Québec, jamais les Autochtones n'ont été réduits en esclavage. Et si, dans le temps de la Nouvelle-France, il y a eu quelques poignées d'esclaves, c'était principalement des esclaves de maison, c'est-à-dire des esclaves de riches. Ça me permet de noter que cet esclavage de faible amplitude a été un des rares crimes contre l'humanité qui ternit la mémoire de nos ancêtres. Les conditions en Nouvelle-France étaient tellement dures que presque dès sa création, le pays s'est comporté plus comme un pays d'émigration que comme un pays d'immigration. Autrement dit, c'était un pays de transition. C'est tellement vrai ce que je dis, qu'au point de vue démographique, le bilan entier de la Nouvelle-France a été extrêmement modeste. Il y a eu seulement de 20 à 30 000 Français qui sont venus habiter en Nouvelle-France pendant les 150 ans de son existence. Et parmi eux, seulement 2600 ont laissé des descendants. Les autres sont soit morts à la guerre, sont restés célibataires parce qu'il n'y avait pas assez de femmes, ou sont repartis en Europe, vers les futurs États-Unis ou vers l'Ouest canadien, où ils ont fondé des peuples métis en mariant des Amérindiennes. Au Québec même, les conditions étaient tellement particulières que quelques décennies après la fondation de la Nouvelle-France, un nouveau peuple original était apparu, c'est-à-dire le peuple québécois. Quand, en 1760, l'Angleterre a réussi à conquérir le pays par la force pour enlever le fleuve Saint-Laurent à la France, les administrateurs anglais se sont retrouvés avec le problème du peuple québécois qui encombrait leur nouvelle conquête. Assez rapidement, l'Angleterre et ses descendants ont adopté comme politique de détruire le peuple québécois. Il s'agissait d'une politique officielle qui a été consignée dans des rapports également officiels comme le rapport Durham. Pour réussir l'ethnocide qu'ils planifiaient, les Anglais ont utilisé 2 procédés différents mais complémentaires. Le premier consistait à appauvrir systématiquement les Québécois en utilisant toutes sortes de petits trucs sales comme la religion, la langue, etc., pour les maintenir dans des emplois subalternes. Et le deuxième procédé, c'était de les noyer
par des grandes masses d'immigrants qu'ils faisaient venir d'Europe et auxquels étaient réservés les meilleurs emplois du pays. C'est à partir de la conquête de la Nouvelle-France par l'Angleterre que la distribution de la richesse au Canada a été sur une base raciale, c'est-à-dire que les francophones étaient pauvres et les anglophones étaient riches. Il est possible que les fonctionnaires canadiens vous disent que c'est pas vrai. Alors voici les preuves irréfutables de ce que je dis que vous pouvez vérifier par vous-même. Commençons par une évidence. Comme dans vos pays d'origine, il est très clair que nos colonisateurs ne nous ont pas attaqués à coups de fusil pour nous faire la charité, mais plutôt pour nous voler. Deuxième preuve, jusqu'à la décennie 1960-1970, c'est-à-dire il y a 40 ou 50 ans à peine, les francophones du Québec étaient parmi les groupes ethniques les plus pauvres du Canada. Troisième preuve, encore aujourd'hui, les anglophones du Québec, d'origine britannique, qui représentent moins de 5% de la population totale, occupent encore aujourd'hui les îles les plus riches du Québec. Quatrième preuve, le Québec, c'est un pays de pauvres qui est entouré par des provinces et des États américains riches, alors que l'Ontario, qui est juste à côté, c'est une province de riches qui est entourée par des provinces canadiennes et des États américains pauvres. Comme je l'ai montré dans ma vidéo numéro 5, la raison de cette anomalie, c'est que pendant 250 ans, le Canada anglais a détourné à son profit une partie de la richesse du Québec. Pendant 2 siècles, l'idée de se servir des immigrants contre les Québécois de souche a très bien fonctionné, étant donné que la majorité des immigrants provenaient de Grande-Bretagne ou d'Europe. Tout ça a changé après la Deuxième Guerre mondiale, étant donné que l'Occident s'est beaucoup enrichi, ce qui a provoqué une dénatalité généralisée. L'Europe, qui était auparavant un continent d'émigration, est devenue un continent d'émigration. Ce vent de changement est arrivé au Québec au cours des années 1960, au cours de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, au cours de laquelle tous nos jeunes ont été scolarisés, ce qui leur a ensuite permis de prendre un contrôle de plus en plus grand de l'économie du Québec. Quand le Canada anglais a réalisé que le Québec souffrait à son tour d'un problème de dénatalité, il s'est dit que c'était enfin sa chance d'en finir avec lui en le noyant sous des masses d'immigrants qui viendraient cette fois-ci du tiers-monde, c'est-à-dire en se servant de vous. Dès le départ, ce nouveau plan ethnocidaire a rencontré des difficultés, entre autres parce que comme les Québécois ont augmenté leur puissance, ils ont facilement obtenu du gouvernement fédéral le droit de sélectionner la majeure partie de leurs immigrants. Ce qui fait que de nos jours au Québec, la majorité des immigrants choisissent de vivre en français, ce qui est une véritable révolution. De plus, comme les nouveaux riches, les nouveaux milliardaires au Québec sont de plus en plus des francophones, de plus en plus d'immigrants se demandent si c'est vraiment leur intérêt de se joindre au Canada anglais pour appauvrir systématiquement le territoire où ils vivent eux-mêmes. Ils se demandent si c'est une bonne idée de vivre dans la province la plus pauvre du Canada. Ils réalisent de plus en plus que comme le racisme est interdit en Occident, tout appauvrissement artificiel du Québec touche tous ses habitants, immigrants compris. Cette évolution des mentalités va à contre-courant de la vieille tradition des groupes ethniques au Québec qui est de toujours s'opposer aux volontés du peuple québécois. Vous allez voir, les Québécois de souche vont très bien vous recevoir dans leur ville, dans leurs entreprises et même dans leur famille. Mais malgré tout, les organisations de vos propres groupes ethniques vont vous enseigner dès votre arrivée que vous devez les considérer comme des espèces d'ennemis héréditaires et toujours voter contre eux. Ils vont se servir de la propagande qui a été développée au Canada anglais pour vous dire que les Québécois, c'est des incapables, des incompétents, des corrompus, etc. Vous allez facilement reconnaître ce discours, étant donné que c'est le même dénigrement et les mêmes insultes que vos propres colonisateurs vous lançaient au visage à l'époque où, après vous avoir appauvri et dégradé, ils disaient que les Noirs, les Latinos, les Arabes, c'était des bons à rien, un ramassis d'incapables qui n'en valaient pas la peine. On peut voir sur Internet les vieux films d'archives où vos anciens colonisateurs disent tous ces compliments sur vos peuples. Une des principales conséquences de cette tradition de toujours nuire au peuple québécois, c'est que les immigrants nous ont fait perdre de justesse le référendum sur la souveraineté du Québec de 1995 en votant non à 95%. Compte tenu des convictions anticolonialistes de nos immigrants, il s'agissait bien sûr d'un vote immoral.
D'autant plus immoral que beaucoup d'immigrants disent que s'ils ont voté comme ça, c'est parce qu'ils considéraient que c'était leur intérêt. Autrement dit, si ces gens-là avaient été à la place des Anglais au 18e et 19e siècle, ils auraient fait exactement comme eux, ils auraient pillé et rançonné la planète sans se soucier de moralité, tout simplement parce que ça aurait été de leur intérêt. C'est pas très joli tout ça. Quand je dis ce genre de vérité, les souverainistes me disent « Ben non, dis pas ça, tu vas nuire à la cause. » Allons donc. Ça fait 50 ans qu'on passe de la pommade aux immigrants pour les convaincre de joindre à nous, et tout ce qu'on a obtenu depuis ce temps-là, c'est du mépris et des votes non à 95%. De toute façon, je vais vous faire une promesse solennelle. Si les immigrants arrêtent de faire ce qu'ils font, je vais arrêter de dire ce que je dis. C'est une promesse. Maintenant, si on parle d'avenir, les nouveaux immigrants doivent savoir que l'enrichissement ultra rapide des Québécois au cours des dernières décennies a eu plusieurs effets néfastes sur notre société. En particulier, tous les signes les plus classiques de la décadence sont apparus. Déclin de la famille, perte du courage, consommation débridée, pollution massive, etc. Le plus choquant pour les immigrants, c'est que notre société s'est lancée dans une inversion systématique de ses anciennes valeurs. C'est-à-dire que notre population a remplacé systématiquement les notions de devoir et d'obligation, qui sont des valeurs de producteurs, pour les remplacer par les notions de droits et de liberté, qui sont des valeurs de consommateurs. Comme partout ailleurs en Occident, les Québécois ont donc commencé à consommer beaucoup plus qu'ils produisent, avec pour résultat que toutes sortes de déficits sont apparus. Déficit des naissances, déficit commercial, déficit de la balance des paiements, déficit des caisses de retraite, déficit budgétaire, dette hors contrôle, etc. Il s'agit ici d'un problème de fond qui appauvrit rapidement le Québec. Étant donné que les générations actuelles n'ont jamais connu la misère et ont bien l'intention de faire durer la fête le plus longtemps possible en espérant que d'autres vont payer la facture, c'est-à-dire essentiellement les générations futures et vous, les immigrants. Évidemment, la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'Occident en général est rentré dans un déclin et un appauvrissement rapide. Oui, c'est vrai, il y a encore beaucoup de richesses visibles au Québec, mais cette richesse est une richesse de façade. Dans la plupart des cas, les gens sont couverts de dettes. Ils habitent par exemple de très très belles maisons, mais ces maisons ne leur appartiennent pas, elles appartiennent en fait à la banque. En fait, si on tient compte de la complexité de notre système financier actuel, personne ne sait à qui la plupart de ces maisons-là appartiennent vraiment. C'est triste. Mais ça fait seulement quelques décennies que le Québec est devenu un pays vraiment riche et déjà c'est presque fini. C'est d'autant plus vrai que notre économie est de moins en moins compétitive et perd régulièrement des industries rentables qui sont déménagées en Asie ou ailleurs. Comme les emplois de qualité deviennent de plus en plus rares, les Québécois ont décidé de se les réserver en faisant comme tous les autres Occidentaux et en mettant en place un système de blocage de l'économie qui les favorise. Un système de blocage qui comprend des lois, des règlements, des conventions collectives, des pensions indexées, des régies des rentes, des loyers, etc. Le pire pour les immigrants, c'est qu'on vous a caché que, tant au Canada qu'au Québec, il existait des corporations professionnelles qui allaient vous empêcher d'exercer vos métiers, sous le prétexte, d'ailleurs tout à fait valable, que beaucoup de diplômes obtenus à l'étranger n'ont pas la même valeur que ceux obtenus au Québec. Il est en effet possible dans plusieurs pays d'acheter des diplômes ou d'améliorer ses notes simplement en graissant la patte des professeurs. Ça veut dire que tant au Canada qu'au Québec, il existe beaucoup d'emplois vacants de haute qualité, mais qu'ils ne vous les donneront pas si vous n'arrivez pas à prouver la qualité de vos diplômes et de votre expérience professionnelle, ce qui peut être souvent très long, difficile et coûteux. Le problème est tellement grave que partout au Canada, on fait des chauffeurs de taxi avec des médecins et des ingénieurs formés à l'étranger. Et tout ça, c'est fait à la canadienne, c'est-à-dire que les règlements s'appliquent à tout le monde, sans discrimination ou racisme. C'est encore pire au Québec, étant donné que les besoins majeurs en main-d'œuvre se situent dans les périphéries, ce qui fait que les services d'immigration vont tout faire pour vous inciter à aller vous installer dans des régions qui ne vous intéresseront pas. À cela va s'ajouter le fait que le taux de chômage a toujours été plus élevé au Québec que dans l'ouest du Canada, que les salaires payés y sont moindres,
ce qui est en partie compensé par le fait que le coût de la vie est également moindre que dans le reste du Canada. Les taux d'imposition au Québec sont également plus importants, ce qui est également compensé en partie par le fait que l'État québécois fournit plus de services à sa population. À cela, il faut ajouter les énormes coûts du bilinguisme au Québec. Comme le Québec n'est pas encore parvenu à devenir indépendant, il n'a jamais vraiment réussi à faire du français la seule langue officielle du Québec, ce qui fait que beaucoup d'emplois de haute qualité vous seront à jamais interdits si vous ne parlez pas à la fois un très bon français et un très bon anglais. À ces coûts-là s'ajoutent en plus tous les coûts que tous les Québécois doivent défrayer, immigrants compris, pour fournir des infrastructures gratuites au reste du Canada. Comme le Québec est situé entre le Canada de l'Ouest et le Canada de l'Est, et que toutes les communications les plus importantes du Canada passent à travers le territoire québécois, les Québécois ont toujours été obligés de construire des routes, des ponts, des chemins de fer qui sont utilisés par les autres Canadiens pour communiquer entre eux, alors que les Québécois ne se rendent jamais à peu près jamais dans les autres provinces. Pour vous donner une idée du problème des coûts en question, on a récemment décidé de reconstruire un des 8 ponts qui enjambent le fleuve Saint-Laurent, le nouveau pont Champlain, qui selon certains va coûter 5 milliards de dollars. Ça veut dire que ça va coûter en moyenne 1000 dollars par contribuable québécois. Or, si ce pont est aussi coûteux, c'est parce qu'il est très haut. Et s'il est aussi haut, c'est pour permettre aux bateaux qui passent gratuitement à travers le Québec pour se rendre en Ontario de passer en dessous de ce pont. Ce n'est qu'un des multiples exemples des coûts que les Québécois doivent défrayer pour fournir des infrastructures gratuites au reste du Canada. Ne vous trompez pas ici. Si vous pensez que vous allez venir au Québec pour assurer l'avenir de vos enfants, oubliez ça, étant donné que nos propres jeunes ont compris depuis longtemps qu'ils allaient payer des avantages sociaux et des pensions à nos personnes âgées pendant toute leur vie, mais que les caisses seraient vides quand viendrait leur tour. Si on ajoute à la dette du Québec la partie de la dette du Canada fédéral qui lui revient, chaque citoyen québécois, et ça comprend les nouveaux-nés de nos récents immigrants, chaque citoyen du Québec, donc, doit 38 000 $, et cette dette ne cesse d'augmenter. Compte tenu de tout ce que je vous ai révélé dans cette vidéo, il est clair que l'immigration, tant au Québec qu'au Canada, est devenue un cauchemar pour un peu tout le monde. C'est devenu un cauchemar pour les immigrants à qui on a fait croire que le Québec était un pays aux rues pavées d'or. C'est un cauchemar pour les Québécois de souche qui sont tannés de voir des centaines de milliers d'immigrants venir s'installer chez eux pour nuire systématiquement à leurs intérêts. Et c'est également un cauchemar pour les Canadiens anglais qui découvrent qu'en appauvrissant systématiquement le Québec, ils ont toujours incité une grande partie de ces immigrants à émigrer vers le Canada anglais. Ce qui fait que la population du Canada anglais, qui autrefois était majoritairement britannique, devient de plus en plus diversifiée et que les Canadiens de souche reconnaissent de moins en moins le pays de leur enfance. Pour vous donner seulement une petite idée du désarroi des Canadiens anglais actuels, 80% de la population de la ville de Toronto est composée d'immigrants ou de fils d'immigrants. Comment réagiriez-vous vous-même si Dakar, Casablanca, Alger ou Beyrouth étaient dans la même situation? Comme d'habitude avec les vidéos que je mets sur Internet, je vous encourage à distribuer la présente vidéo autour de vous, et notamment à la montrer à vos parents et amis qui songeraient à émigrer au Québec. Je crois qu'on leur doit la vérité. C'est surtout important parce que quand ils vont découvrir qu'on leur a menti, ils vont probablement faire comme d'habitude et en blâmer le peuple québécois au lieu de blâmer le Canada anglais qui utilise les immigrants contre le Québec. Si, malgré tout, vous décidez de venir vivre parmi nous, bienvenue au Québec. Ne manquez pas les 2 prochaines vidéos, je crois qu'elles vont également vous intéresser. À la prochaine!